Luffy finit-il en hachis face à Sukuna? L'équipage stopperait-il les fourmis chimères? Vaincrait-il le tombeau de Nazarick? Toutes ces questions et bien d'autres, on se les est posées pour savoir si les chapeaux de paille pourraient survivre dans ces 4 animés. Petit rappel avant de commencer, comme le disait le grand Stan Lee, celui qui gagne, c'est celui que le scénariste veut voir gagner. Donc oui, on n'est pas forcément objectif, on a fait des choix, mais on expliquera tout. Mahito triomphe, 2 exorcistes sont morts, le réceptacle de Sukuna est brisé, il ne reste plus qu'à l'achever. Un fêtard encore en vie, voilà un nouveau jouet avant d'achever sa proie. Il fonce dessus et saisit le vide. Son corps est tranché en 2 et son âme aussi. Sans énergie occulte, Brook ne devrait même pas le voir, alors le toucher... Le fruit de la résurrection lui accorde la maîtrise de son âme. Sa lame frappe les esprits, y compris les plus puissants, et donc on suppose les fléaux. Certes, un coup ne suffirait pas, mais leur duel est à sens unique. Brook est juste trop rapide. Les entailles s'accumulent, et même si Mahito invoque son territoire, en gros sa technique ultime qui rend ses sorts inesquivables, son altération absolue est inutile sur ce corps sans chair. C'est clairement une facilité. S'il était tombé sur n'importe quel autre chapeau de paille, Mahito aurait gagné. En vrai, ça dépend. Est-ce que tu connais le Verse Equalization? En très simplifié, pour des guéguerres entre fictions, on trace des équivalences. L'énergie occulte est une force spirituelle présente chez tous, mais maîtrisée seulement par une poignée, comme le Haki en fait. Donc dans une certaine mesure, ils sont interchangeables. Ainsi, si l'énergie occulte protège de l'altération absolue, le Haki également. Sanji, Zoro et surtout Jinbei auraient toutes leurs chances. Mais aucun ne blesse Mahito. Contrairement au fléau classique, faut atteindre son âme. Pour ça, il y aurait sans doute le courant, entraînant des blessures internes. Luffy est donc son pire match-up. Vitesse, prescience, fluide royal et Gear Fifth, je suis sûr que l'altération absolue de Mahito le ferait juste rire. Mais heureusement pour le fléau, ils ne se rencontreront pas, car ce n'est pas le scénario que nous avons imaginé. Attends, on a atterri où là? Bienvenue sur Eteria Restart, un tout nouveau jeu qui vient à peine d'arriver. Il est du type gacha comme tout le monde connaît maintenant, qui te permet de construire ton équipe ultime de héros, et même de les personnaliser pour qu'ils ressemblent vraiment à ton style de jeu. Ah, mais c'est du tour par tour basique et pas inspiré. Alors non, certes c'est du tour par tour, mais il y a une vraie dimension stratégique qui est franchement assez poussée. Tes héros, les Animus, ont différentes façons de faire évoluer leurs compétences, et tu as plusieurs équipements comme les Shells qui te permettent de vraiment les personnaliser. Ainsi, ton Massia n'aura pas le même impact au combat que le mien. Cette espèce de prophète futuriste technologique là? Mais il est super classe! Et ce n'est pas le seul, il y a une centaine d'animus qui ont vraiment leur style unique, mis en avant par les graphismes du jeu qui flattent la rétine. Normal pour un jeu fait sur Unreal Engine. Après, c'est du PvE, c'est vite redondant. Tu te souviens de l'aspect stratégique? Il est encore plus poussé en PvP. Le jeu a un système de partie classé avec un système de pick et ban comme sur les meilleurs jeux e-sport du monde. Attends, c'est super chiant ça! Ça veut dire qu'il va y avoir très vite une méta que tout le monde va devoir farmer des heures pour optimiser les mêmes animus et être efficace en partie? Sur ce point, l'éditeur s'engage à faire des mises à jour régulières qui tiendront compte des retours de leur communauté. Ça garantit un équilibrage sain et fréquent, en plus de créer un petit rendez-vous découverte du patch dont tu pourras discuter avec les membres de ta guilde. Par contre mec, le jeu est sorti il y a 2 jours, je vais avoir du retard sur tout le monde, c'est embêtant non? Avec 100 cristaux, tu peux facilement faire des invocations avec des taux d'obtention plus élevés pour les animus les plus puissants, de quoi rattraper le temps perdu sur League of Legends. Le jeu est disponible depuis le 5 juin sur ordinateur, iOS et Android, avec une sortie prochaine prévue sur Steam. Combattez dans cet univers futuriste avec votre style et devenez le meilleur de votre guilde en passant par le lien que vous pourrez trouver dans la description. On peut revenir sur One Piece? Ah oui, bien sûr. Les chapeaux de paille débarquent au milieu d'une horde de gens costumés qui les invitent à une grande fête. On leur offre alors des glaces, des takoyaki et quelques heures plus tard, le drame commence. Impossible pour Luffy d'abandonner ceux qui lui ont offert à manger. Lui, Zoro, Jinbei et Brook partent les sauver tandis que Sanji escorte les 5 membres d'équipage sans Haki jusqu'au navire. Sans lui pour percevoir et massacrer les fléaux, leurs chances sont faibles. Alors qu'il remonte à la surface, il tombe sur Chozo. Ce dernier manipule son sang pour trancher, perforer, empoisonner et même s'accélérer. Mais ce n'est pas une grande menace. Franky le noie sous le plomb, Robin l'entrave, Sanji surpasse sa vitesse et cautérise ses blessures, et quant à Nami, le sang, c'est conducteur d'électricité. Si n'importe quel Pégu y résiste dans One Piece, ici, ça fait des trous, et avec Zeus, Nami foudroierait Chozo. Une fois à l'extérieur, il tombe sur Jiro, une brute maniant les lames avec un sortilège bien pénible. Pour faire simple, une attaque puissante ne lui fera rien, et des attaques faibles feront beaucoup plus de dégâts. Néanmoins, cette technique a une faiblesse, les frappes variant rapidement en intensité.
priorité. Donc soit ils se jettent tous sur lui, soit il y a le Franky Iron Boxing. Une pluie de coups hyper rapide, suffisamment pour rendre le calibrage du sort de Jiro impossible. Ainsi, les 6 Mugiwara seraient sortis d'affaire. Brook les rejoindrait en ayant vaincu Mahito. Du coup, il était seul, les 4 autres ils sont où? Dagon est l'incarnation de notre crainte de l'océan. Son territoire a empêtré 3 exorcistes dans les flots et les a submergés de monstres marins. Il les observe agoniser quand une colonne d'eau le frappe. Sans s'en rendre compte, il aurait attiré sur son territoire Jinbei, et personne ne veut affronter Jinbei en mer. Ça rend d'autant plus terrifiant son karaté des hommes poissons et lui offre une vitesse accrue. Quant aux monstres qui l'assaillent, ils ne sont tout au plus qu'un léger désagrément. Dagon n'a pas grand chose pour rivaliser et s'incline, mais à la sortie, c'est plus compliqué. Car en effet, Jogo l'attendait et déversera sur le paladin des mers un torrent de lave, stoppé net par Zoro. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu le sauras plus tard. Foreshadowing. Jogo est extrêmement dangereux avec son territoire qui consume tout. Impossible de lui échapper, sauf si Zoro le tranche. Bah ouais, c'est techniquement faisable. Dans Jujutsu Kaisen, avec suffisamment d'énergie, on peut briser un territoire. Or, entre ses sabres maudits et son haki, je vois bien Zoro réussir. Même sans cela, cette fournaise n'est rien pour le roi des enfers. On l'a vu surmonter pire blessure pour venir à bout de King, alors Jogo, je pense qu'il ne lui posera pas trop de problèmes. À ce stade, la majorité des menaces sont tombées, Hanami ayant déjà été tué par Gojo Satoru. Ok, et s'il avait survécu? Sans doute que Brook aurait pu s'en occuper, Hanami est trop lente pour lui, et étant un squelette, il ne craint ni ses plantes énergivores, ni ses fleurs. Après, peut-être que le fléau est trop résistant, dans ce cas, Zoro peut enflammer ses sabres, ou encore Sanji. Hanami est doublé par une femme, voix du Major dans Ghost in the Shell, Bayonetta et Chun-Li, qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. C'est vrai que dit comme ça, mais Sanji peut briller face au dernier obstacle avant d'arriver jusqu'au Soni, Kenjaku. Rapide, fort et doté d'une ménagerie de fléaux, c'est l'une des plus grosses menaces de Shibuya. Opposé au Sanji de Dressrosa qui avait un coup enflammé, le haki de l'armement et de l'observation, peut-être que ça joue. Mais après Wano Kuni, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Geto, hein. Oui, parce que les modifications génétiques de Sanji lui accordent une régénération qui est juste aberrante. Lame, balle, fracture, il s'en moque. Et en prime, sa vitesse est démultipliée, le rendant invisible aux yeux d'un cyborg. Alors pour Kenjaku, sans mauvaise foi, je ne vois vraiment pas comment il peut le gérer. En envoyant Urome, une femme maniant la glace. Sans les autres chapeaux de paille, Sanji aurait clairement perdu. Leur survie repose désormais sur une dernière condition, vaincre Sukuna, le plus puissant fléau de l'histoire. Sa vitesse est suffisante pour esquiver une météorite, et ses sorts tranchent tout sans aucune résistance. Jusqu'ici, pour Luffy, c'est sans trop de problèmes que ça devrait se passer. Il esquive des rayons laser, donc dévier les attaques de Sukuna, ça devrait aller. Surtout depuis qu'il peut voir dans le futur. Ok, mais Sukuna a son territoire, qui a d'ailleurs plusieurs effets, dont une pluie de couteaux imprimée directement dans la chair. Impossible à esquiver jusqu'à 200 mètres à la ronde. Est-ce que ça empêcherait Luffy de lui foncer dessus et de lui coller un bazooka? Pas certain. Après oui, il en faudrait beaucoup. Sukuna a une résistance stupidement élevée, une régénération monstrueuse et une endurance quasi illimitée. Luffy devrait donc s'épuiser jusqu'à perdre. Enfin ça, c'est ce que je vous aurais dit avant Wano Kuni, mais depuis, il y a le Gear Fifth. Sukuna aurait beau le brûler ou le trancher, Luffy s'en moquerait. Ça le ferait juste rire, encore et encore, avant de le transformer en corde à sauter. Pris dans un véritable cartoon, son sanctuaire se transformerait en un quelconque parc d'attractions. Sukuna serait impuissant, sa seule chance serait que Luffy soit Luffy et avale l'un de ses doigts, parce que bah ça se mange. Il aurait alors l'opportunité de le contrôler, mais pas sûr qu'il parvienne à briser sa volonté. Conclusion, les chapeaux de paille devraient traverser le drame de Shibuya sans aucune perte. Et c'est plutôt logique. Jujutsu Kaisen, c'est notre monde avec des fléaux et une poignée d'exorcistes. Ce n'est rien comparé à Grand Line, à ses rois des mers, ses empereurs, ses monstres en tout genre, ses utilisateurs de haki et de fruits du démon. Mais est-ce que ça suffira pour le prochain? Plusieurs semaines se sont écoulées et les vivres manquent. Heureusement, de pauvres villageois leur offrent le peu de nourriture qu'ils ont, puis disparaissent. L'équipage les retrouve au milieu de dizaines de milliers d'autres, convergeant vers un palais où ils se sont transformés en monstres. Un palais où règne un roi, tuant ses alliés, Meruem. Si tous décident de continuer, s'y meurent, ou finissent gravement handicapés. Tout du moins si on accepte une équivalence entre naine et fluide. Sans ça, aucun ne survit. En très résumé, tout le monde a le naine, mais seule une poignée le maîtrise pour renforcer le corps, percevoir l'invisible, intimider ses adversaires. Comme le fluide quoi, bon, en plus complexe, avec des techniques rappelant les fruits du démon. On détaille tout dans cette vidéo. Et une autre grosse différence,
c'est lorsqu'un non-initié subit une décharge de naine. Fait avec précaution, ça l'éveille, sinon ça détruit son corps. Voilà pourquoi les 6 ne maîtrisent pas le fluide et n'ont aucune chance de survie. Heureusement, les 4 autres perçoivent les auras menaçantes et les encouragent à rebrousser chemin. Ils risquent de croiser des soldats fourmis et surtout des chefs d'escouade, qui eux ont le naine. Heureusement, leur résistance est faible, donc tant qu'ils ne prennent pas de décharge, l'équipe s'en sort. Quelques-uns sont quand même dangereux. L'un provoque des tsunamis, gênant pour les fruits du démon, une autre se balade en culotte, chaos technique pour Sanji, et il y a lui, assez rapide pour esquiver des balles, arracher des doigts et des crânes sans être vu. Un Chopper rivalise avec, je pense. Robin pourrait l'attacher, Usopp le piéger, Nami le foudroyer, surtout que il est de la génération TikTok, il se déconcentre très vite. Non, le premier vrai obstacle, c'est Neferupito. Garde royale ayant les meilleures capacités de détection, ses facultés sont terrifiantes, autant en force brute qu'en vitesse, perception, agilité ou endurance, boosté par sa technique ultime pour surpasser ses limites, qui tank un coup du président des Hunters, Netero. Ce dernier n'étant même pas certain de triompher. Son instinct guidant vers l'adversaire le plus dangereux, son objectif serait Luffy. Mais je doute que les 3 autres laissent faire. Qui s'en sortirait le mieux? Sanji? Bon, non, pour des raisons évidentes, Mais le databook dit que c'est un homme, confirmé par le courrier des lecteurs d'ailleurs. Oui, bon, ça vient de l'éditeur, pas de l'auteur, qui lui joue sur cette ambiguïté justement. Pronom associé au jeune garçon, mais très féminin, figure de mère, c'est typique de Togashi. Mais plus les tomes avancent, plus ses formes sont marquées. Et finalement, l'anime de 2011 adopte un design beaucoup plus féminin, et une doubleuse. Donc, pour Sanji, c'est foutu. Allez, hop. Et Zoro aussi en vrai. Le plus logique, c'est Jinbei. Il a affronté un gros chat à Wano, rapide, fort, avec ses griffes acérées. Ça a été un no-match total. Et Jinbei n'étant pas du genre à relâcher son attention, il verrait sans doute venir le coup post-mortem de Neferupito. Le deuxième garde arrivé est Shao Pufu. Son naine rend fou les plus faibles et blanchit les cheveux des plus expérimentés. Lui frappe moins fort, en revanche il est résistant, se régénère beaucoup, bénéficie d'une grande vitesse, sans rivaliser avec les meilleurs de Hunter x Hunter. Étant le beau gosse, il est tout dessiné pour Sanji, mais bon, défaite assurée. Il est capable de lire les émotions, il reconnaît donc sa faiblesse. Et, pas de bol, il est capable de reconfigurer ses cellules pour prendre l'apparence d'un autre. Ou ici, d'une autre. On sait que ça suffit. Mieux vaut donc envoyer Zoro. Sauf qu'il peut se diviser en trillions de clones microscopiques. Comment il gère sans se faire hypnotiser et taper sa meilleure sieste? Le garde a une faiblesse, brûler ses cellules. Zoro post-Wano enflamme ses sabres et couvre de larges zones. Il finit donc carbonisé, sauf qu'il fuit pour rejoindre son roi. Zoro tente alors de le poursuivre et se retrouve contre Jogo. Attends, quoi? C'est vraiment ça le foreshadowing? T'es complètement en roue libre, c'est pas Ta vrai? gueule, c'est One Piece. Ne reste donc plus que Montouyoupi, le combattant ultime, modifiant son corps en quelques dixièmes de seconde pour faire pousser ailes, bras, vrille, lame, canon. En prime, il se rend explosif et balaye une tour sans prendre le moindre dégât. Car oui, c'est un énorme tank, à peine gêné par la foudre. Mais Sanji post-Wano, il porte en une fraction de seconde des dizaines de coups enflammés, broyant un dinosaure renforcé par des prothèses cyber. Son agilité infernale, et puis régénération inhumaine, résistance aux balles, lame, canon, pique, vrille tranchante. Leur duel n'ira pas jusqu'au bout, puisque Monte fuit aussi pour offrir le meilleur des power-ups à son roi, préparer le vrai combat. Luffy contre Meruem. Ayant atteint son prime, ce dernier détruit une colline à distance, perçoit les émotions, se transforme. Et si quelques heures plus tôt, il a été obligé d'apprendre et anticiper pour surpasser la vitesse supersonique de Netero, désormais, il est si rapide qu'il semble se téléporter. Ajoutons à ça que pour le blesser, faut se lever tôt, Des coups perforant le béton l'égratignent, un millier ne se traduit que par un léger gène, seule l'attaque ultime de Netero le blesse. C'est finalement une explosion nucléaire qui en est venue à bout, et du coup, il a aucune chance contre Luffy. Oui, avant Dressrosa, le roi aurait triomphé. Ensuite, avec le Gear Fort, ça commence à sentir mauvais, mais après Wano, c'est impossible. Sur la vitesse, Luffy tient tête à l'amiral Kizaru, aka la lumière herself, et ça va vite la lumière, Et sur la puissance destructrice, il transperce la couche terrestre jusqu'au magma, entre 1 et 30 km. Et même avant, il fait mal à Kaido, un homme quasi invulnérable qui ressort indemne d'une chute de presque 10 km, et qui, à mon avis, tankerait la bombe nucléaire. Encore une fois, l'équipage plie l'arc des fourmis chimères, et s'en sort sans trop de crasse, tant que certains restent à l'arrière et ne se font pas attraper par un utilisateur de naine. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de survivre dans le continent interdit? Ça, on le saura quand l'histoire l'atteindra enfin, on l'espère en tout cas. Super, mais est-ce qu'on peut vraiment les mettre en difficulté maintenant?
Ce lieu leur est familier. Serait leur barque? Non, c'est la tombe de Nazarick, demeure de l'invincible Heinz Holgone. Assez fort pour abattre humains, ogres, basiliques ou archanges. Assez clairvoyant pour percevoir l'invisible. Assez résistant pour ignorer les jugements divins. Et assez puissant pour décimer des milliers d'hommes en un instant. Car, même s'il manie des lames avec dextérité, sa spécialité reste la magie. Trou noir, armée squelettique, téléportation, invocation de forteresse, foudre, flamme, domination d'âme et mort instantanée par arrêt cardiaque. Ça vous paraît broken? J'ai même pas parlé de tout. Il y a aussi ses équipements cheatés, ses multiples invocations et son armée, avec des lieutenants tous plus invincibles les uns que les autres. Et encore, on se limite à l'animé, parce que dans le light novel, il y a bien pire. Alors là les gars, si les chapeaux de paille attaquent le grand tombeau de Nazarick, jamais ils ne survivent. Mais évidemment qu'avec les isekai de mort et leurs protagonistes stupidement forts, ce n'est même plus une armure en scénarium qu'ils ont, c'est un véritable tank. Bon, soyons sérieux et finissons avec un univers qu'ils méritent, comme Dragon Ball Z, My Hero Academia, Demon Slayer ou même Naruto. Oh, on vient de faire 2 gros shonen populaires, on peut pas être un peu original. Et puis Naruto, Franky a des flingues donc il les solote. Sinon, on peut faire FMA. Et pourquoi pas Code Geass, ou même Kirby. Ils ont gagné, fin de l'histoire. Sérieux, et pourquoi pas Berserk tant qu'on y est, je ne vois pas comment faire plus brutal et terrifiant pour l'équipage. Là, il va forcément y avoir des morts. Duchteuse dort paisiblement. Luffy, Chopper et Usopp s'y blottissent en riant. 2 yeux percent l'épaisse fourrure. Robin sent le danger, les encourage à s'éloigner, mais c'est trop tard. Ils ont commis leur plus terrible erreur. Aucune tempête à l'horizon. Pourtant, le Sony tremble. Sa coque percée par un puissant projectile. Jinbei saute à la mer pour identifier la menace et, sans son fluide, il serait aussitôt mort. Encore sonné, il sent des dents s'enfoncer dans sa chair. Un étrange requin s'éloigne et tourne autour de lui à plus de 120 km/h. La douleur n'est rien pour le paladin, qui s'en retourne vers le navire et... Quel est cet étrange banc d'algues ? La coque semble se dissoudre à son contact. Jinbei s'y propulse pour le disperser, on ne retrouvera rien de lui. Le cœur lourd, l'équipage fuit le Sony, voyant au loin des méduses l'entraîner par le fond. Arrivé sur le rivage, sans provision, 4 montent un camp. Enfin, 3 puisque Chopper fait un château de sable, et 5 s'enfoncent dans la jungle, espérant trouver eau et nourriture. Quelques heures plus tard, tous reviennent, sauf Usopp. Brook le retrouve endormi sur 2 gigantesques pétales, un bras en moins. Il tranche la plante, qui hurle. Le sol tremble, un panda géant apparaît. Le squelette pointe sa lame et frappe à une vitesse surhumaine, mais l'animal l'a anticipé. Piégé, et de ses puissants poings capables de fracasser un camion-benne, broyé. L'équipage ne retrouve qu'un petit tas de poudre d'os, récolté dans une urne. Espérons que le lait sera tout réparé. Ouais, bah ça reste One Piece, hein. Usopp est toujours en vie, mais mal en point. Faut l'amener au plus vite à Chopper, sur la plage. Il l'appelle, aucune réponse. En s'approchant de son château de sable, il voit sortir des meurtrières de petits ossements. De retour au camp, un ours tout chou les attend. Il attrape Luffy, lui fait un gros câlin, puis Usopp, auquel il brise tous les os. Le sniper rend l'âme, l'ursidé finit au menu du jour. La route reprend dans l'espoir de trouver une ville. Après la jungle, c'est une plaine, remplie de monstres mignons et inoffensifs. L'un d'eux les fixe. Franky le trouve adorable, le prend dans ses bras en riant et... Une petite boule métallique tombe au sol. Plus loin, la chance leur sourit enfin. Un panneau leur indique une ville, 2 choix possibles, par le col d'une montagne ou par une grotte. Contre son équipage, Luffy choisit la seconde. Des chauves-souris volaient autour d'eux, Nami s'effondre, desséchée. Une transfusion la sauverait. Heureusement, Robin a gardé la sacoche de Chopper. Et aussitôt, une meute de chiens noirs, cornés et rougeâtres déverse sur eux un déluge de flammes. Zoro les tranche, mais quelques braises atteignent la jambe de Sanji, qui hurle et la douleur va rester. L'équipage rebrousse chemin pour franchir le col. Désormais sur le qui-vive, ils exterminent tout ce qui s'approche. C'est ainsi que lorsqu'une énorme masse de métal les surplombe, Zoro réagit et tranche sa patte. La chose se laisse tomber sur lui, s'illumine et explose. Ça ne le tue pas, mais privé de médecin, les blessures s'accumulent. En descendant dans la vallée, il tombe enfin sur un humain et le supplie de les aider. Vous connaissez la règle lorsque 2 regards se croisent? Il lance une étrange fer rouge d'où sort un... boxeur. Sanji s'interpose, ses côtes se fracturent. C'est comme s'il avait été frappé par des dizaines de TGV en une seconde qui le couvrent de brûlures. Sa régénération compense et il l'étale. Puis, avec Zoro, se retourne vers l'homme, qui lance une 2e sphère. En émerge une femme qui pousse un cri et forme une étrange boule noire. Tout est attiré vers elle. Le attrape Robin, s'accroche à un rocher, hurle le nom de ses compagnons, et quand l'aspiration s'arrête, il ne reste qu'un cratère. Ils ne sont plus que 2, transportant l'urne de Brook, leur seule motivation à avancer. Plus prudents que jamais, ils se nourrissent des monstres jusqu'à arriver à un désert. Ils tentent de le contourner, mais n'en voient pas le bout. Ils se préparent, marchent
marchent, marchent, et enfin aperçoivent la ville. Leur calvaire prend fin. Le vent souffle, le sable tourbillonne, une tempête. Le fils serre contre lui l'urne, surveille tout autour de lui, mais fatigue, tristesse, faim, son attention n'est plus ce qu'elle était. Une mâchoire béante, capable de broyer une voiture, se referme sur Robin et l'emporte. Le fils tente de la rattraper, en vain, il réussit juste à répandre l'urne dans le sable. Quand la tempête s'arrête, il sent qu'il n'est pas seul. D'étranges humanoïdes l'observent, prêts à l'emporter dans l'au-delà. C'est la fin. Dans son esprit embrumé ne résonne plus qu'une phrase, sinistre et moqueuse. Bienvenue dans le monde merveilleux des Pokémon. Collectionnez les Animus les plus puissants d'Eteria Restart en passant par le lien dans la description. Reborn to Fight.